Bonjour Joël, c'est un plaisir de te retrouver. À Plaisir défaut, partagé. à défaut de le faire physiquement, c'est merveilleux enfin d'arriver à la promotion de ce livre. Nous l'avons mis ce matin sur nos tables. Quel soulagement pour toi, pour tous les auteurs qui enfin voient leur livre arriver après cette période compliquée. Oui, pour les auteurs, pour les libraires, de voir que la vie reprend, pour nous tous, pour vous tous qui êtes là. Merci d'ailleurs, je vous salue tous, où que vous soyez dans le monde. Je trouve voilà, qu'il faut savoir faire la parade un peu à la vie. J'aurais dû être dans votre librairie physiquement, dans ta librairie physiquement, Marie-Adélaïde. C'est pas possible pour le moment, pour les raisons sanitaires qu'on connaît tous, mais je me dis que voilà, peut-être que vivre cette vie différemment, pouvoir être dans un échange plus large, c'est aussi quelque chose de beau et qui me plaît. Et je suis effectivement très heureux de voir quand même que, même si les virtuels c'est bien, le réel c'est mieux, les librairies sont réouvertes, les livres sortent, et un petit appel, allez en librairie, allez dans les librairies, c'est très important. Merci du soutien indéfectible, Joël. Alors, bienvenue à cette énigme de la chambre 622. J'ai envie de parler d'un roman polymorphe. Il va y avoir plusieurs aspects dans ton écriture et dans ce texte. On va avoir un récit en forme d'hommage qui est double, on va avoir le temps d'en parler, à Bernard de Fallois, un homme si Oui. important pour toi, Mm. mais également à la Suisse et à ta ville, à Genève. On va avoir un thriller avec une enquête. On va avoir également une mise en abîme, c'est-à-dire qu'on va avoir un double littéraire qui nous parle de la manière d'écrire un roman. Et puis, on va avoir le roman d'aventure, on va avoir cette grande histoire de pouvoir, d'argent, d'amour. C'est ça qui est très intéressant et très habilement mené, parce que ne croyez pas que vous avez des parties bien distinctes. Joël est diabolique pour ça. Il entremêle un canevas, mais incroyable, pour nous raconter tout ça. Alors, je te propose d'abord de parler de la partie récit. Avec Euh, plaisir. D'accord, Bernard de Fallois, une rencontre, un moment fabuleux. Il n'y a pas d'âge pour l'amitié. Non, c'est vrai, il n'y a pas d'âge. C'est Bernard est à l'origine de ce roman-là parce que quand il est décédé en janvier 2018, j'ai eu envie de retranscrire assez vite sur le papier tous les souvenirs que j'avais avec lui. Bernard de Fallois, pour situer en deux mots, je l'ai rencontré en juillet 2011. À ce moment-là, mes 5 premiers romans avaient été refusés par tous les éditeurs possibles et imaginables. Et mon 5e roman, Les derniers jours de nos pères, a été refusé partout. Et je suis finalement mis sur la route de Bernard, qui le lit, et je vais à Paris pour le rencontrer, pour entendre son verdict. Et là, je le retrouve dans le sous-sol d'une librairie de la rue Férou, et il me dit, votre roman, je ne le publierai pas, je n'y crois pas du tout. Cette histoire, c'est un roman qui se passe pendant la guerre en 39-45 et qui raconte comment les Anglais ont armé les réseaux de résistance en France. Il me dit, c'est inventé, je n'y crois pas. Et ça commence très mal. Ça commence par un rejet, par un refus. Je pars de cette rencontre très amoindrie, très malheureux, très triste, de me dire, bah, c'est foutu. Mes livres ne seront jamais lus, je ne suis pas un écrivain, ça ne marchera jamais. Et puis finalement, j'insiste un peu, finalement Bernard accepte de faire paraître ce roman et ça va être le début d'une amitié assez incroyable et ça va être au-delà de cette amitié, pour moi, un avènement, j'ai envie de dire, parce que Bernard va être la première personne à me faire me sentir un écrivain. J'étais jusque-là, je me sentais écrivain, je sentais que c'était une des parties les plus importantes de mon identité, mais j'avais, pour des raisons qui me sont propres, j'avais cette difficulté à l'assumer. J'avais cette difficulté à affirmer publiquement, dire je suis un écrivain, parce que j'avais reçu pour chacun de mes 5 livres 25 ou 30 lettres de refus. Donc je ne me sentais pas écrivain, même si c'est ce à quoi c'était ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et Bernard, par la façon dont il m'a considéré, la façon dont il m'a traité, et je ne parle même pas du succès qu'il m'a donné après avec la vérité sur Là, l'affaire Harry Tedder, ouais. le Mais quelle syndrome de était ça? l'imposteur. Pardon, Ça a excuse-moi. été Quelle pour moi était quelque chose de très important. ouais, sa vision pour lui du succès? Avant de parler de chiffres, avant de parler de quantité publiée, il avait un mot merveilleux que le livre est bon quand il procure ce Du plaisir, plaisir et du cette. Ouais, plaisir.
C'était un homme qui m'a ramené au fond à l'importance de ce qu'on faisait. Et pour lui, cette importance-là, c'était pas forcément le nombre d'exemplaires qu'on allait vendre, c'était pas forcément ce que les gens allaient penser, c'était pas de savoir si les lecteurs allaient aimer ou pas, c'était le plaisir. Le plaisir qu'on peut avoir à mener un projet du début à la fin. Et ça a été pour moi une des leçons vraiment les plus importantes parce que à partir de là, et j'ai envie de dire en dépit ou malgré le succès qui aurait pu être le succès commercial et critique des livres après l'apparition de La Vérité et des prix et des lecteurs, ce qui aurait pu pour moi être quelque chose de très empêchant et de m'enfermer dans une bulle en me disant mais qu'est-ce que je dois faire par rapport à ceux qui m'ont donné des prix ou par rapport à ceux qui m'ont lu, qu'est-ce qu'on attend de moi. J'ai pu, grâce à Bernard et à ses leçons, j'ai pu me dire ce que je dois faire maintenant, c'est quelque chose, c'est un projet, c'est un livre qui est un projet qui me plaît, qui m'apporte du plaisir à moi. Pourquoi? Parce que le plaisir que vous pouvez éprouver à faire quelque chose pour vous, c'est quelque chose sur lequel personne ne peut intervenir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. C'est à vous. Et c'est comme ça que j'envisage tous les livres que j'ai écrits ensuite, que j'ai envisagé tous les livres que j'ai écrits ensuite, en me disant, en commençant de zéro et en me disant, voilà, là, ce roman va avoir deux étapes de vie. La première étape, c'est l'écriture. 2 ou 3 ans que je vais passer seul, pendant lesquels j'ai partagé ce texte avec personne, et pendant lesquels la valeur, le succès de ce processus sera le plaisir que j'ai pu avoir pendant 3 ans à découvrir ce livre, à raconter les personnages, à être dans l'atmosphère. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape, une fois que le livre est fini, qui est le partage. Il va être lu par les libraires, par des journalistes, par des lecteurs. Et là, cette partie-là, le destin, la réussite, le succès de cette partie-là n'est plus entre mes mains, mais c'est pas très grave. Parce que quoi qu'il se passe, évidemment que ça me fait plaisir quand on aime mon livre, ça me fait plaisir d'être lu et je suis très touché, ému et honoré de la fidélité que les lecteurs ont. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas forcément besoin de la validation des autres pour me dire que ce projet d'écriture-là, pour moi, était un projet qui m'a plu, qui m'a apporté quelque chose à moi. Une leçon extraordinaire qui va rester. On ne va pas parler de Bernard, tout est dans le livre, on passe un moment merveilleux entre vos deux compagnies. Un autre hommage, c'est sur la ville de Genève et sur la Suisse. Tu avais l'habitude de prendre les États-Unis comme terrain de jeu. Cette fois-ci, tu as préféré parler de ta ville, parler de ses gens, parler de ses habitants. On reviendra sur tous les aspects de la ville. Est-ce que ça t'a permis, toi, je sais que tu cours beaucoup, que tu arpentes Genève et toutes les villes que tu traverses, est-ce que ça t'a permis de redécouvrir ta ville, de te la réapproprier, ce livre? La redécouvrir, non. Me la réapproprier, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que mes précédents romans, se passant aux États-Unis, sur la côte Est, dans des endroits que je connais très bien pour y avoir été énormément, y aller encore maintenant, mais en situant ces romans, en situant la narration là-bas, et en étant physiquement, en écrivant ces romans à Genève, il y avait ces 6000 kilomètres entre les deux qui me donnaient une liberté immense. Je ne me posais pas la question de la réalité. Je ne me disais pas, mais est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce qu'il y a vraiment un parc ici, ou une rue comme ça, ou un restaurant là, ou un hôtel ici? Je m'en fichais complètement. Je me sentais libre de faire ce que je voulais. Et en commençant ce roman, en essayant de placer cette intrigue à Genève, j'ai eu cette difficulté. J'ai dû affronter ce monstre qui est pour moi un monstre parce que je revendique la fiction, je revendique d'être un romancier, d'écrire des romans, donc d'être dans l'imaginaire. Ce monstre-là, c'est la réalité. Et quand tout d'un coup, votre imaginaire est confronté à la réalité, que la réalité ne correspond pas à ce que vous imaginiez, et qu'est-ce que vous faites? Et pour moi, ça n'a pas été simple au début, parce que je me suis dit, mais comment je raconte Genève? Comment je me laisse guider par l'imaginaire, par la liberté, en racontant, en situant ce roman à Genève, ville dans laquelle je suis né, ville dans laquelle je vis, et dans laquelle je suis confronté à la réalité tout le temps, parce que si j'ai besoin d'inventer un parc ici, ou une rue là, ou un restaurant ici, pour les besoins de l'intrigue, je vais me dire, mais je ne peux pas, parce que je connais cette ville, je connais ce lieu, et ce n'est pas comme ça ici. Et ce qui a été pour moi une étape très importante, et pour répondre à la question que tu me poses ici, c'était de me dire, mais je dois raconter Genève, mais pas la décrire dans les faits, pas de raconter l'architecture est comme ça, les rues sont comme ci, là il y a un lac qui est comme ça, mais de dire à mes lecteurs, de partager avec mes lecteurs ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens quand je vois ce lac? Qu'est-ce que je ressens quand j'arpente ces rues? Qu'est-ce que je ressens quand je vois ces immeubles?
Et ça a été pour moi un déclic très important pour raconter une Genève qui n'est pas forcément une Genève de fait, qui n'est pas forcément une Genève de réalité, mais qui est la réalité de mes sentiments pour cette ville. La Genève que tu aimes. Alors, tu me fais une transition merveilleuse, Joël. On va parler de la partie, je dirais, qui m'a beaucoup amusée aussi, beaucoup intéressée. C'est certes l'enquête que va mener notre jeune écrivain, mais c'est une forme d'étude littéraire, d'écrit, de mise en abîme de l'auteur. Quelle est pour toi la différence entre un écrivain et un auteur? Je n'en vois pas vraiment. Je crois, je vais prendre la définition, je vais prendre l'idée de l'écrivain. Je crois que ce que tu mets en avant ici et la difficulté qu'on peut avoir tous, c'est que l'écrivain est quelque chose de pas complètement identifiable dans la mesure où ça ne répond à aucune formation. Il n'y a pas une université, une école, un cursus qui nous permet d'avoir un diplôme qui nous dit « vous êtes un écrivain ». Et c'est un peu étrange parce que c'est probablement le seul métier au monde qui ne répond pas à un critère ou à un cursus. Ce que je veux dire, c'est que si on veut être pianiste ou musicien, on va faire le conservatoire, on va suivre une filière. Si on veut être peintre, on va aller aux Beaux-Arts, on va suivre des cours, on va avoir un diplôme qui atteste que. Et si on veut être infirmière ou médecin, on va aussi, c'est pareil, il y a une formation. Journaliste, c'est pareil. Entraîneur de foot, c'est pareil. Quoi que vous vouliez faire dans votre vie, il y a pour tous les métiers, je crois, une formation qui existe. Pour les écrivains, ça n'existe pas. Quand on veut devenir écrivain, on se débrouille. Et c'est, je crois, ce qui fait la beauté de ce métier, de cet art, qui n'a pas forcément besoin d'être votre métier, et la difficulté peut-être parfois à définir ce qu'est un écrivain ou un auteur ou un romancier. Mais je crois que ce n'est pas très important. Je crois que l'écrivain ou l'auteur, en tout cas dans ma définition, qui n'engage que moi, c'est celui qui est dans l'acte d'écrire et qui se revendique en tant que tel. Et que vous écriviez une fois par an, ou une fois par semaine, ou une fois par jour, que vous écriviez des textes pour vous-même, ou des textes que vous voulez partager avec d'autres, ou des textes que vous envoyez à des éditeurs, ou même des textes qui sont publiés et lus, vous êtes un écrivain parce que vous le voulez vous, et cette identité, elle vous appartient à vous, et personne ne peut la remettre en cause. Ton double littéraire, ton narrateur s'appelle l'écrivain. On va le suivre dans ce travail, dans cette solitude, enfermé dans son bureau, avec quelques sorties sur son balcon ou dans un parc pour courir, avec ses déboires amoureux, et puis tout au long de cette enquête. Et il va nous raconter un peu comment il travaille, comment on met en place une intrigue, comment l'envie d'écrire est primordiale à l'envie d'avoir une idée, mais c'est simplement l'envie d'écrire qui va provoquer cette idée. Et comment après, on crée cette intrigue. Qu'est-ce qui est nécessaire? Oui, alors j'aimerais dire avant tout que là, je ne parle que pour moi. Et il y a probablement des gens qui nous écoutent, qui nous voient, qui sont là ici, qui écrivent. Et je crois que c'est important de rappeler que chacun a sa façon de faire, chacun a droit à sa façon de faire, chacun peut revendiquer sa façon de faire. Et ça, c'est important. Il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas un dogme qui est c'est comme ça. Chacun, par l'empirisme, puisqu'il n'y a pas vraiment une méthode qu'on enseigne ou qu'on apprend, mais chacun, par la pratique, va découvrir la méthode qui lui convient. Et moi, pour moi, ce qui est très important, et ce que je réponds aux gens quand on me dit « mais moi, Joël, j'ai une idée de roman, mais je n'arrive pas vraiment à écrire ou à aller de l'avant dans cette idée », je dis « mais est-ce que l'envie est là ?» Parce qu'avoir une bonne idée de roman, on peut en avoir plein. On peut lire le journal, voir les infos et y trouver tous les jours des débuts, des intrigues, des déclencheurs d'une intrigue qui pourraient être très bons. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous avez envie? Et cette envie d'écrire qui doit venir avant de s'installer, avant l'idée de l'intrigue et avant d'être vraiment dans l'écriture, je l'assimilerai un peu à manger. Avant de manger, en principe, on a faim. Ce que je veux dire, c'est que l'action de se faire à manger, l'action de cuisiner, elle va en général ou souvent être engendrée par avoir faim. Et quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait? On se dit « ah, j'ai faim ». Mais on ne se dit pas « je veux manger », on dit « qu'est-ce que j'ai envie de manger ». Et alors peut-être qu'on va ouvrir le frigo et les placards et se dire « tiens, qu'est-ce que j'ai ici ?» Ça, non, ça, non. Peut-être qu'on va aller faire des courses et qu'on va choisir dans les rayons mais est-ce que j'ai envie de manger ça? Ou est-ce que j'ai envie de manger ça? Et ça, c'est une étape très importante de la préparation du repas.
Et pour moi, dans l'écriture, c'est exactement pareil. L'envie de raconter une histoire, l'envie d'être plongé dans une ambiance, dans une atmosphère, dans un nouveau monde, qui est une envie quand j'écris, qui est très similaire aussi à l'envie que j'éprouve quand je commence un livre comme lecteur. Parce que j'écris, je suis devenu écrivain ou je me suis mis à écrire parce que j'aimais lire, parce que j'aime lire et parce que j'avais justement cette sensation, cette envie de me dire, tiens, j'ai envie de sortir de mon monde, j'ai envie de ne plus être dans le bus, de plus être dans le métro, de plus être assis à une table dans le café, attendre quelqu'un et de me plonger dans un livre. Et ce livre a cette force merveilleuse de vous emmener immédiatement ailleurs. C'est ça. En fait, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu es là, tu as créé tes personnages, tu as disséminé des indices un peu partout, tu as créé des situations et le lecteur, en fait, va en faire ce qu'il veut. Le livre est réussi quand le lecteur va s'en emparer et va partir lui-même sur son propre imaginaire. Oui, absolument. C'est très important ce que tu dis ici. Parce que pour moi, une fois que mon livre est terminé, donc j'ai terminé mon livre, il est édité, les gens peuvent le lire, celui qui a le pouvoir, si je puis dire ça comme ça, c'est le lecteur. L'auteur est au service du lecteur. L'auteur, il fabrique des outils aussi bien que possible, mais c'est le lecteur qui ensuite utilise ces outils-là pour fabriquer quelque chose qui lui appartient à lui, lecteur. Et ce qui me fascine dans l'exercice et la force de la lecture, de la littérature, c'est qu'un écrivain peut passer 10 ou 15 ou 20 pages à décrire un personnage ou un lieu avec tous les détails possibles et imaginables, avec la description la plus poussée qu'on puisse imaginer. Si le lecteur, malgré toutes ces descriptions, imagine le personnage ou le lieu autrement que ce que l'auteur a décrit, eh ben c'est le lecteur qui gagne. Et ça, je trouve que c'est formidable et c'est en ça que la littérature est si forte. Parce que la littérature, contrairement à la télévision, au cinéma, à la série télé, la littérature met le lecteur dans une position de force, de création. Il n'est pas soumis à une image, à un récit, à une histoire. Le lecteur décide de tout et surtout, le lecteur entre dans une plongée, dans une conversation avec lui-même. Pourquoi ? Parce que quand un lecteur, en lisant et malgré les descriptions qu'on peut lui faire de temps en temps, imagine le personnage autrement, il peut même s'arrêter un instant et se dire mais pourquoi est-ce que j'ai imaginé ce personnage tel que je l'ai imaginé ? Pourquoi j'ai imaginé ce lieu tel que je l'ai imaginé ? Et la réponse à ces questions qui lui appartient en dit souvent assez long, en tout cas quelque chose par rapport à lui-même, à son histoire, à son vécu. Ça, c'est très, très important, effectivement, ce que tu dis. Et ce qui est le propre de tes romans, c'est de plonger le lecteur dans ses aventures. Et ce qui est aussi amusant, c'est que toi, quand tu crées tous tes personnages, quand tu crées ces nombreux personnages, parce qu'ils sont effectivement nombreux dans tes romans, tu te travestis, toi, l'auteur, ton clone littéraire, l'écrivain, vous vous travestissez, vous rentrez dans la peau de ces personnages, vous devenez eux, ou alors tu as des petites fiches techniques et tu sais très bien les calibrer, ils t'apparaissent en rêve, tu les as avec toi dans la tête. Non, ces personnages, ils sont là, ils existent vraiment. Je travaille sans fiches et sans notes parce que je considère que si j'ai besoin de fiches et de notes pour me rappeler un personnage, c'est que ce personnage, il est mal fait, il est mal créé. Il n'existe pas vraiment ou pas assez bien. C'est un peu comme si tu devais te promener dans la rue avec un annuaire géant avec tous les noms des gens que tu connais. Et quand tu rencontres quelqu'un que tu connais, il te dit son nom et tu dois retourner dans ton annuaire de la vie en disant « Ah oui, tu es un tel, tu as fait ci, ça et ça ». Non, quand on croise quelqu'un dans la rue, on se souvient en général de qui il est, comment on le connaît, de son histoire, de sa vie, etc. Et pour un roman, c'est pareil. Je crois que les personnages doivent être par eux-mêmes, sans que l'écrivain ait besoin de fiches et de notes et de choses comme ça, comme Becky, doivent exister de façon suffisamment forte pour que le roman avance de lui-même. Alors, je te propose, maintenant que nous avons posé des bases, d'attaquer la partie roman d'aventure, thriller, parce que je ne veux pas parler de roman policier, mais on est vraiment pour moi dans le propre du roman d'aventure, digne des romans du 19e siècle, dense, épais, parsemé de choses trappes. Un petit côté théâtre aussi, parce que tes personnages apparaissent, disparaissent, ne sont jamais là où on les attend, ou en tout cas pas de la manière dont on les attendait. Ça t'amuse, ça te motive tout au long du texte. Tu es souvent surpris par tes personnages?
Ça m'amuse beaucoup. J'ai vraiment l'envie, quand j'écris, de nouveau, c'est personnel, mais d'être dans quelque chose qui m'amuse, qui m'emmène, qui m'entraîne. Si possible, de rire un peu et de laisser l'intrigue se faire par elle-même. Est-ce que c'est les personnages qui prennent le contrôle? Oui et non. C'est l'énergie de l'inspiration qui fait que tout d'un coup, dans un moment, des scènes se créent. Et ça, c'est aussi pour moi une facilité que j'utilise, c'est de ne pas avoir un plan. C'est d'écrire sans plan, parce que j'aimerais vraiment ne pas être limité, ne pas être empêché par un plan qui me dirait, ben non, là, tu es coincé parce que tu peux pas aller là-dedans, tu peux pas aller dans ça, parce que sinon, ça va casser tout le reste que tu as prévu. Donc, de ne pas avoir de plan, pour moi, c'est justement une facilité, parce que ça ajoute une liberté. Alors, des personnages, ils sont nombreux dans ce texte. Il y a plusieurs actes. Il y a deux points, à mon avis, importants. Le pouvoir et l'argent. On est en Suisse, une ville où il y a un pays où il y a beaucoup de banques. La vie est plus facile quand l'argent est là. Et on est vraiment au centre du pouvoir, au centre dans une banque, la famille Ebersner. Mais c'est aussi, et c'est un pan très important, un roman d'amour. Un roman d'amour fou, un roman sur la manière d'entretenir cet amour, de le faire vivre, de le motiver. Ces personnages sont forts. Ces personnages, à chaque fois, jouent un double jeu. Anastasia, sa mère, Anastasia a épousé Macaire, l'héritier de la banque, mais elle aime les riches. Lui a eu une enfance passionnante, on va le retrouver, mais il y a aussi un personnage qui est très important, c'est le monsieur Edmond Rose, le propriétaire du palace de Verbier où on te voit avec ses feux de cheminée dans les champs. Et dans ce palace, il y aura un meurtre. Qui va mourir? Qui a été condamné? Qui va devoir mener l'enquête? Qui va s'en sortir? C'est ça qui est très intéressant, c'est que cette dimension enquête vient parler autour de ce roman d'amour. Est-ce que pour toi, c'est un roman qui est un triangle amoureux? C'est une question qui est très importante. Jusqu'où peut-on aller pour les gens qu'on aime? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Oui, toute la question dans ce roman est là, parce que c'est un roman qui est une histoire de transmission aussi, avec la transmission dans ce qu'elle a de fort et ce qu'elle a de beau, qui sont les valeurs, et ce qu'on laisse de nous, une fois qu'on n'est plus là, à la génération qui vient et à celle ensuite. Et donc ce passage, qui est quelque chose de très important, qui donne beaucoup de sens à sa propre vie, avec la transmission aussi dans ce qu'elle peut avoir de moins agréable, de moins beau, de fardeau. Le poids qu'on peut porter par les attentes, parce qu'on a une famille ou des amis ou autres qui attendent de nous qu'on se comporte comme ça, ou qu'on répète des choses qui sont ancrées dans notre famille ou dans notre groupe social depuis X temps. Et donc, toutes ces questions-là rentrent en ligne de compte dans le roman autour de relations humaines et amoureuses, comme tu le dis. Il y a notamment ce triangle avec 3 personnes qui ont un peu raté le coche parce qu'elles n'ont pas réussi à être ensemble au bon moment, parce qu'elles n'ont pas réussi à aimer pour ce qu'elles étaient, parce qu'elles se sont convaincues que pour être aimées par l'autre, il fallait peut-être se trahir et être quelqu'un qu'on n'est pas. Ça pose beaucoup aussi ces questions du rapport dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est dans un rapport à l'image très important. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup dans l'image Instagram ou Facebook, où au fond on se construit une image, on se construit une vie qui n'est pas la réalité. Moi, il y a un truc et que je fais aussi moi-même de temps en temps et qui me marque un peu, c'est de me dire, on est quelque part, on voit un coucher de soleil, on voit un paysage qui nous plaît. Et on a ce réflexe qu'on peut faire aujourd'hui parce qu'on a des téléphones qui prennent des photos très bonnes. On se dit, j'ai envie de garder un souvenir de ce moment, on fait une photo. Et puis on se dit, tiens, je pourrais partager cette photo avec mes amis, avec mes contacts sur Instagram ou Facebook ou autre. Et au moment de la partager, on va avoir ce réflexe, cette possibilité qu'on va suivre, de mettre un filtre. Mettre un filtre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va changer la réalité. On va la changer pour l'embellir. On va travestir cette réalité comme si cette réalité ne pouvait pas, qui nous a plu. On a vu ce paysage, on a aimé ce paysage,
on a eu envie de le partager, et tout d'un coup, on s'est dit, ah, et si ce que moi j'ai aimé n'était peut-être pas assez bien pour les autres, qu'est-ce que les autres vont dire? Et si on devait embellir cette réalité pour être sûr que les autres l'aiment? Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on a l'impression de vivre dans un monde où on est toujours obligé de se montrer différent de ce que l'on est, un monde où on est obligé de se montrer sans faille, et où on est lisse, et où tout va bien, et aussi dans un monde de l'image où on se montre toujours bien, toujours physiquement bien, toujours dans quelque chose de beau. Et je crois que le danger de ça, c'est que d'une part, on perd la notion pour soi-même de ce qu'est la réalité, parce qu'on a l'impression que tout le monde vit toujours une vie extraordinaire, et que tout le monde est toujours très beau, et que tout va toujours très bien. Et d'autre part, ce qui est dangereux avec ça, c'est qu'on ne se connaît plus. Parce qu'on se connaît quand on commence à entrer dans une relation humaine dans laquelle on se livre, dans laquelle on parle de ses failles. Combien d'entre nous avons eu, moi j'ai le souvenir d'avoir eu une collègue pendant pas très longtemps, mais pendant 3 ou 4 ans, j'ai travaillé quelque part en open space avec quelqu'un de grincheux, assis à côté de moi, qui disait pas bonjour. Et pendant 4 ans, alors que je passais 8 heures par jour avec cette personne, je me suis dit, quel grincheur, quel emmerdeur, vraiment celui-là, je ne l'aime pas du tout. Et puis un jour, le dernier jour, on allait boire un café ensemble. Et puis ça a été la révélation, parce que tout d'un coup, en s'ouvrant un peu, eh ben, j'ai compris pourquoi cette personne se comportait comme elle se comportait. Et donc, raconter ses failles, se raconter, c'est aussi créer le ciment. C'est pas être faible, au contraire, c'est créer une dimension, c'est s'ouvrir, c'est se raconter soi, c'est être vrai. Et être vrai, je crois que c'est l'élément le plus important du vivre ensemble. Et ça correspond très bien au texte parce qu'en fait, on se rend compte à la lecture, moi je me suis beaucoup amusée à la première comme à la seconde, de voir tous les petits indices que tu pouvais nous mettre pour montrer comment ces personnages jouaient un jeu de dupe en fait. Et comment, sur une base plus simple, ils auraient pu trouver soit le grand amour, soit le pouvoir, soit la richesse. Mais chacun va vouloir obtenir quelque chose de l'autre. Et il y a un rapport à l'argent qui est très important aussi. Tu es d'accord? Dans ce texte, il y a cet argent fausse complètement ces rapports humains. Mais ce qui est vraiment le plus touchant, c'est au dehors de ça, c'est de voir le pouvoir, comme tu dis, de la transmission, le pouvoir du mérite, de savoir se faire tout seul quand c'est quelque chose auquel tu crois, quand rien n'est acquis, quand tu dois obtenir tout ça par tes propres voies. Et surtout, je dirais, l'acte d'amour pour les autres. C'est pour moi quelque chose qui a été très fort, notamment très fort sur quelqu'un. Il y a un personnage qui est très touchant. À tes souhaits. Merci, j'ai mis le coude, hein. Vous avez tous vu. Oui, oui, j'ai vu, parfait. Parfait. Donc, dans tout ce texte, tu nous as promenés, tu nous as baladés, tu as pris beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est encore une fois quelque chose que tu verrais apparaître à l'écran? Tu aurais envie d'en faire un film de celui-ci comme des autres? Ou c'est quelque chose que tu préfères laisser à la liberté de l'imaginaire? Tu sais, c'est marrant parce qu'on parle souvent de l'écran, on parle souvent de l'adaptation. On me demande souvent si, en écrivant ce roman, j'ai pensé à une adaptation. On a l'impression qu'on me dit, mais c'est très cinématographique. D'abord, je crois que la série télé, pour parler de la série, comme du cinéma, mais je parle de la série télé parce que c'est ce qui est très en vogue en ce moment, la série télé n'a rien inventé. Le feuilleton l'a fait bien avant, les feuilletonistes ont tout inventé, et ceux qui passionnent aujourd'hui les gens, et moi aussi, hein, les séries télé, il y a des très très bonnes séries télé qui sont passionnantes et foisonnantes, où d'épisode en épisode, on est complètement pris par ce qui va se passer. C'est une technique qui est passée, pour ceux qui ont vu le documentaire sur Jordan, qui passe en ce moment, qui vient de passer, ou même c'est un documentaire sur un basketteur, juste la mise en scène, la narration, le cliffhanger à chaque fois donne envie de continuer. Mais ça, c'est pas une invention récente. Ça a toujours existé. Sauf que je crois que la série télé a peut-être réussi un peu cette transition que le livre a ratée, où le livre est resté quelque chose pour beaucoup qui est un peu ennuyeux ou poussiéreux, pas à la mode, alors que le livre est beaucoup plus fort, beaucoup plus divertissant, beaucoup plus extraordinaire que la série télé, puisqu'il est à la base de tout ça. Mais et est-ce que tu crois
excuse-moi, je te coupe la parole parce que je vois le temps qui défile. Est-ce que tu crois que justement ce que tu fais, ce que tu écris, et n'y vois pas une critique, au contraire, pour moi, j'appelle ça un roman populaire parce qu'il peut toucher toutes les couches de la population. Ce genre de texte est là pour remettre les gens à la lecture, pour leur donner envie de lire. Écoute, ça, c'est pas à moi de le dire. C'est la C'est pas un libraire regard qui que dit je peux ça. apporter. Mais si c'est ton regard de libraire, c'est quelque chose qui m'honore énormément, qui me touche beaucoup, d'être capable de pouvoir proposer un livre qui justement donne envie de lire. C'est pour moi ce qui est de plus important. La lecture, la littérature, pour moi, c'est quelque chose qui doit être un partage. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas un livre, c'est pas forcément la question d'aimer, c'est la question de partager. C'est la question de se réunir, comme on le fait justement avec des séries télé, où tu peux avoir des personnes à une table qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun sujet de discussion, qui ne viennent pas du même milieu, où là, il y a zéro conversation, qui n'ont rien à se dire. Tu parles de séries télé, tout d'un coup, ah, t'as vu ça? Extraordinaire. Comment? T'as pas aimé? Et les gens s'engueulent, et se parlent, et se soudent. Ça crée quelque chose. Et le livre, il est capable de ça aussi, dans cette même réunion, d'être accessible à tous, d'être lu par tous, et où chacun va dire, mais t'as pas aimé ça, comment t'as pas, moi j'ai adoré, mais t'as adoré, moi j'ai trouvé que c'était nul. Tant mieux d'aimer, tant mieux de ne pas aimer, c'est tellement important, c'est ce qui fait la richesse de la littérature, mais pour arriver à tout ça, il faut arriver à rappeler aux gens que lire c'est moderne, lire c'est formidable, et surtout lire pour chacun d'entre nous, pour le lecteur, est un exercice d'une richesse et d'une immensité absolument incroyable. Et je suis d'accord avec toi. Et c'est la porte ouverte à des connaissances, des voyages, etc. Alors, chose extraordinaire, je vais ne pas dévoiler le texte, on n'a pas parlé du livre, on n'a rien dit, mais je vais vous lire les 5 dernières lignes. N'ayez pas Voilà. peur. Tu es d'accord? J'ai la caution de Joël. Marie-Adélaïde va vous gâcher les 575 pages du livre. Non, je plaisante. Non, 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 je suis sûre de moi. Mais je trouve que tes 5 dernières lignes résument tellement bien ce que tu viens de nous dire à l'instant, résument tellement bien ta façon d'écrire, ta façon de voir les choses, que je ne pouvais pas m'en empêcher. Alors, ne vous inquiétez pas, juste, c'est pas un spoiler pour. Ne vous inquiétez, ça n'a rien à voir. Vas-y. Ça n'a rien à voir, c'est pour ça que j'avais demandé avant. La vie est un roman dont on sait déjà comment il se termine. À la fin, le héros meurt. Le plus important n'est donc pas comment notre histoire s'achève, mais comment nous en remplissons les pages. Car la vie, comme un roman, doit être une aventure. Et les aventures, ce sont les vacances de la vie. Merci Joël, merci de nous donner des vacances, merci de nous offrir ces aventures. Bravo, continue, Merci. c'est un bonheur. On est heureux de t'accueillir sur nos tables de librairie depuis ce matin. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très touché. Alors, on va passer aux questions. Il y a beaucoup de questions, je ne vais pas pouvoir toutes les poser, mais il y en a beaucoup autour du fait que tu avais une relation très forte avec Bernard de Fallois. Comment s'est passée la nouvelle relation avec ton éditeur ou éditrice, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, et comment tu avais des appréhensions, comment ça se passe, et qu'est-ce il t'a apporté de plus ou de nouveau? Non, la transition s'est très bien faite et parce que Bernard de Fallois est décédé juste avant la parution de mon précédent roman, La disparition de Stéphanie Meller. Il avait donc accompagné en partie, mais il y avait eu cette transition faite avec son successeur, Dominique Goust, avec qui j'avais travaillé déjà et qui est un éditeur qui a un talent, un nez, une façon de travailler qui est extraordinaire, qui m'a immédiatement plu. Et j'ai retravaillé ce nouveau livre, donc c'était, si tu veux, ma presque deuxième expérience avec lui, donc ce n'était pas complètement quelque chose que je ne connaissais pas du tout encore. Et j'ai eu un plaisir immense, et c'est un éditeur, voilà, ça a été un bonheur pour moi de travailler avec lui. Et puis l'équipe de Fallois était, elle, toujours la même, et ça m'a permis d'être quand même en terrain connu et de rester dans une ambiance avec des gens que je connaissais. Donc il y a pas eu, il manquait Bernard, il manque Bernard toujours pour sa personnalité, l'homme qu'il a été, ça il est irremplaçable évidemment, mais il avait une équipe solide qui a permis justement aux éditions de Fallois de continuer aujourd'hui. D'accord. Une question qui n'a rien à voir. Est-ce que les gens qui habitent Genève auront la chance de te croiser dans les lieux que tu décris? Est-ce qu'ils auront cette chance? Pas forcément, oui et non. Oui, parce que Genève est une petite ville et que donc forcément, à un moment donné, on s'en trouve au même endroit. C'est vraiment Genève, c'est pas grand, donc c'est très probable que oui. Et non, parce qu'il y a des lieux, notamment des restaurants, qui ne sont pas forcément les lieux que j'affectionne. Non pas parce que je les aime pas, j'y vais de temps en temps, c'est pas le problème, mais parce que justement, pour rester dans l'imaginaire,
j'avais besoin d'utiliser des endroits qui sont des endroits dans lesquels je n'étais pas trop souvent pour pas me heurter à la réalité du lieu. Et c'était aussi pour moi, ces mêmes lieux sont des lieux assez atemporels, des institutions comme on dit. Il y a par exemple dans ce roman l'hôtel des Bergues à Genève que j'ai choisi parce que c'est le plus ancien hôtel de Genève. Il a été construit en 1840 et que donc ça me permettait de donner au roman une forme d'atemporalité au lieu d'utiliser des endroits plus récents qui auraient permis au lecteur de se repérer. D'accord. Est-ce que ton regard de lecteur a changé depuis que tu es devenu écrivain? Ou ça n'a rien changé? Est-ce que tu es plus exigeant à la Non, lecture des livres? c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que en fait, le lecteur n'a pas changé. Par exemple, je me rends compte que en tant qu'écrivain d'un roman, on me dit par exemple, mais est-ce que Marcus Goldman, c'est vous? Et donc je dis, mais non, c'est pas moi. Et les gens peuvent pas s'empêcher d'imaginer qu'en lisant un roman, ils sont dans la tête de l'auteur du roman. Ce que je dis, mais pas du tout. Ça m'agace presque des fois quand on me pose la question à moi, écrivain. Par contre, quand je suis lecteur d'un roman, je ne peux pas m'empêcher, moi, d'imaginer être dans la tête de l'auteur du livre. Donc, je trouve très marrant parce qu'il n'y a pas du tout un changement. Quand je suis lecteur, je redeviens vraiment avide et passionné et ne pouvant pas m'interdire ni empêcher de faire des parallèles, des projections avec l'auteur du livre. D'accord. Il y a une question qui a été posée par rapport au fait que tu avais dit que tu commençais tes romans en n'ayant rien, absolument rien. Est-ce que ce fut le cas pour celui-ci? Oui, alors ce roman-là, je l'ai commencé autour de Bernard. J'avais envie de raconter Bernard, j'avais envie de partager avec lui ce que je disais avant, j'avais envie de partager avec mes lecteurs les souvenirs que j'avais. Et puis, à fur et à mesure que je le racontais, j'ai envie de raconter autour de ces souvenirs, de ces parties de récit, un roman, de placer Bernard dans un roman, d'en faire un peu un personnage de roman et de lui rendre hommage au travers d'un roman, puisque c'est les romans qui nous avaient permis de nous rencontrer. Et est-ce qu'un jour on verra un roman de Joël Dicker en 272 pages au lieu d'avoir 600, 700 pages? Peut-être. La longueur n'est pas forcément une marque de fabrique ou pas quelque chose qui est indispensable pour moi. Je crois que la longueur de mes romans représente bien le fait que je travaille sans plan. Et si j'avais un plan, si je commençais à me dire, voilà, début, milieu, fin, je m'autoriserais probablement pas la moitié de tout ce que je fais dans ce roman-là, qui est l'expression de mon plaisir, de mon envie de me dire encore un peu, encore un peu. Mais peut-être qu'un jour, j'aurais envie de raconter un roman ou d'avoir une histoire, d'avoir déjà des balises de l'histoire, de suivre ces balises-là. Et évidemment qu'avec un plan, je pense que les romans seront moins longs. Et peut-être, pourquoi pas, hein, ce sera peut-être quelque chose de plus percutant. Alors moi j'ai une petite question qui va peut-être te titiller, je ne sais pas. Comment on se prépare quand on est Joël Dicker, un peu comme Roger Federer, parce que je crois que vous avez eu des comparaisons similaires. Quand on sort un bouquin, est-ce qu'on se prépare comme un sportif? Est-ce qu'on se blinde? Parce que évidemment, il y a tes lecteurs qui sont impatients, mais il y a toujours des gens au coin du bois qui attendent. Et j'ai vu passer un article dans Le Monde aujourd'hui qui titillait un peu qui critiquait un peu ta façon d'écrire. Est-ce que ça, tu es préparé à ça? Est-ce que tu es blindé? Est-ce que ça te touche? Ou est-ce que tu es complètement insensible et que tu estimes que toutes ces critiques sont nécessaires pour aller plus loin dans ton travail? Les deux, c'est-à-dire que la critique ne me fait d'abord ni chaud ni froid personnellement. Elle ne m'atteint pas, elle ne m'émeut pas. Une bonne critique de livre, c'est intéressant pour moi, ça me fait plaisir évidemment. Une mauvaise critique de livre, ça me fait moins plaisir, mais c'est tout aussi intéressant. Donc je le prends vraiment pour ce que c'est, sans prendre ni pour l'une ni pour l'autre. Ombrage, c'est pas que je me dis je suis nul ou je suis un génie parce qu'on a aimé ou pas aimé le livre. La critique fait aussi partie du monde de la littérature, il faut accepter ça. Il faut accepter que quand ce roman-là est, je crois, le plus gros tirage de l'année, on en parle. Et quand on en parle, tout le monde a envie d'en parler, aussi ceux qui n'ont pas aimé. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais par contre, quand on envisage une sortie de livre, ce qui était le cas là, on se prépare un peu comme un sportif à la tournée qui m'attendait parce que je devais aller visiter presque 75 librairies. Donc ça, il faut être un peu en forme parce que c'est fatigant, mais c'est très énergisant d'aller à la rencontre des gens. Et malheureusement, pour le moment, ces rencontres ne peuvent pas avoir lieu puisqu'on est dans la situation sanitaire difficile dans laquelle on se trouve tous. Mais j'espère que dans un futur proche et meilleur, on pourra se retrouver enfin dans une vraie relation, un vrai contact, un vrai lien humain.
En tout cas, nous, on te remercie beaucoup d'avoir assisté à cette rencontre, de nous avoir donné du temps dans ce marathon de la journée, puisque Merci c'est à vous. la sortie de ton livre. Donc, j'engage tous les participants, qu'ils soient de Lyon, du Mans, de Jérusalem, d'aller dans les librairies, puisque les librairies sont ouvertes, acheter le roman de Joël qui s'appelle L'énigme de la chambre 622 aux éditions de Fallois. Je crois que Marie-Adélaïde, avant qu'on se quitte, a un conseil lecture. À moins que Joël, toi, tu aies un conseil de lecture, est-ce que tu as un compatriote, on va dire compatriote ou un confrère, à nous conseiller? Alors oui, j'ai dans mes compatriotes, j'ai Joseph Incardona, la soustraction des possibles, Ouais, qui chez viendra nous Finitude, voir. Ouais, qui viendra, qui est un romancier, son roman est génial, lui est fantastique, il en parle très bien, c'est que du bonheur. Et un autre compatriote, Florian Aiglin, Représailles à la Baconnière, qui est voilà, aussi humainement un homme que j'aime beaucoup et qui a écrit un roman formidable. Et je profite juste d'avoir la parole là, je me renverse pour vous remercier, Nathalie, Frédéric, Marie-Adélaïde évidemment, et tous ceux que je ne vois malheureusement pas, mais qui êtes là, connectés. Merci d'avoir pris le temps de partager cette célébration pour moi, puisque le livre sort aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et allez en librairie. Pas que pour mon livre, mais allez en librairie pour les libraires. Voilà, je crois que les libraires, enfin, je sais que les libraires sortent de 8 semaines très difficiles. Allez chez votre libraire. Et si par hasard, vous ne pouvez pas sortir pour une raison de santé, passez un coup de fil à votre libraire. Je suis sûr qu'il apportera le livre dans votre boîte aux lettres. On peut s'arranger. On sait voilà, faire, on sait faire, il n'y a pas de c'est un souci. message très, très important. Et en tout cas, merci à tous d'avoir été là.